Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un acide gras qui s'appelle l'acide arachidonique, qui est un acide gras de type oméga 6. Alors pourquoi parler de cet acide gras particulier, l'acide arachidonique? Eh bien tout simplement parce que certains disent qu'il est pro-inflammatoire quand il est consommé en excès, et qu'on en trouve notamment des quantités plus ou moins importantes dans les produits animaux. Alors je vous ai déjà parlé d'un autre acide gras qu'on appelle l'acide linoléique, qui est aujourd'hui très présent notamment dans les huiles végétales à base de graines, mais qu'on trouve aussi dans certains produits animaux, tout simplement parce qu'on donne aux animaux d'élevage des graines qui sont riches en oméga 6 de type acide linoléique. Alors je suis une alimentation cétogène depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Alors je rappelle juste que le régime cétogène consiste à consommer des protéines animales en quantité modérée, mais du gras en quantité importante. Et évidemment des glucides en quantité faible. Le problème c'est que beaucoup confondent régime carnivore et régime cétogène. Ils pensent qu'en régime cétogène on consomme beaucoup de protéines animales, ce qui est faux. Parce que si on fait ça, une partie des protéines animales sera transformée en glucose et du coup on aura des taux très très bas de cétone. Et on perdra alors tous les bénéfices du régime cétogène. Donc je le répète, non, en régime cétogène, en tout cas quand il est bien fait, on ne consomme pas trop de protéines animales, on ne consomme pas 1 kg de viande par jour, c'est pas vrai. Donc pour ceux encore qui penseraient que avec un régime cétogène on va apporter beaucoup de viande et donc beaucoup d'acide arachidonique, c'est faux. On n'en apporte pas plus à travers les protéines animales que monsieur et madame tout le monde qui mangent un régime omnivore classique. Alors le deuxième point il se situe au niveau de l'acide arachidonique. C'est un acide gras de type oméga 6, donc je vais vous en parler un petit peu plus dans un instant, mais on entend dire encore trop souvent que cet acide arachidonique, quand il est consommé en excès, il est systématiquement pro-inflammatoire. Alors cette affirmation, elle est fausse. Pour préparer cette vidéo, j'ai passé des heures et des heures à rechercher des études sur l'acide arachidonique et voir un petit peu ce qui se disait. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a des études qui démontrent que l'acide arachidonique en excès peut être pro-inflammatoire, mais il y a aussi des études qui vont montrer que l'acide arachidonique a des propriétés anti-inflammatoires avec les mêmes quantités d'acide arachidonique que dans l'autre cas. Donc en résumé, si je consomme une certaine quantité d'acide arachidonique qui est considérée comme excessif pour certains, on a des études qui nous montrent que c'est pro-inflammatoire et d'autres qui nous montrent que ça a des vertus anti-inflammatoires. Donc vraisemblablement, il y a un contexte dont il faut tenir compte et il y a vraisemblablement d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte et qui vont faire que dans un cas, on va basculer du côté de l'inflammation et dans un autre cas, l'acide arachidonique qui sera plutôt anti-inflammatoire. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'acide arachidonique, il est produit par notre corps, notamment à partir de l'acide linoléique. Alors j'ai fait une vidéo dessus, sur l'acide linoléique, mais petit rappel, l'acide linoléique est un acide gras essentiel dont on a impérativement besoin. Si on n'en consomme pas assez, on va avoir des problèmes, et si on en consomme trop, on aura d'autres problèmes. Donc tout est une question d'équilibre. Donc cet acide arachidonique, on va pouvoir le fabriquer à partir de l'acide linoléique, et du coup il faut tenir compte à la fois de la synthèse endogène de cet acide arachidonique, et de son apport par l'alimentation. C'est un petit peu comme le cholestérol. Pendant très longtemps, on a cru que manger par exemple des œufs allait faire monter notre taux de cholestérol sanguin. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. Vous pouvez manger 2 œufs, 3 œufs, 4 par jour. Ça n'aura pratiquement aucun impact sur votre cholestérol sanguin. Pourquoi ? Parce que 80% du cholestérol est fabriqué par notre foie. Et notre foie va moduler la fabrication du cholestérol en fonction de celui qu'on ingère. On en ingère un peu plus, le foie en fabrique un peu moins. On en ingère moins, le foie en fabriquera un peu plus. Donc pour l'acide arachidonique, c'est en partie la même chose. Donc au départ, on a de l'acide linoléique, qui ensuite va être transformé en acide gamma-linolénique, qui est aussi un oméga 6, qu'on trouve notamment dans l'huile de bourrache et dans l'huile de nagre. Ensuite, cet acide gamma-linolénique, il pourra être transformé en acide dihomo-gamma-linolénique, qu'on appelle DGLA, qui lui-même sera transformé en acide arachidonique. Alors vous voyez la problématique, on a au départ de l'acide linoléique, et puis on va devoir transformer, après différentes réactions biochimiques, en différents acides gras. Mais si entre deux transformations, il nous manque une enzyme, il nous manque un cofacteur sous forme d'un minéral ou d'un oligoélément, du coup la transformation ne pourra pas se faire. Alors comme je vous ai dit, le corps est capable de synthétiser de l'acide arachidonique à partir d'acide linoléique. Sauf que le problème, c'est que cette capacité de conversion, elle varie énormément d'une personne à une autre. Parce qu'il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a l'âge, il y a le sexe, il y a l'état de santé de la personne, il y a son régime alimentaire. On sait par exemple qu'une personne de plus de 70 ans va produire beaucoup moins d'acide arachidonique qu'une personne jeune de 20 ou 30 ans.
Et puis il peut y avoir aussi des carences nutritionnelles qui feront qu'on manquera de tel ou tel nutriment qui empêchera la conversion d'acide linoléique en acide arachidonique. Et puis il y a certaines études qui montrent que cette conversion, elle peut être limitée dans certaines conditions. Donc par exemple en cas de stress prolongé et chronique, en cas d'inflammation chronique, et puis en cas de vieillissement. Alors on va commencer par voir ce qu'est cet acide arachidonique. J'imagine que certains en ont jamais entendu parler. Donc comme je vous ai dit, c'est un acide gras de type oméga 6, comme l'acide linoléique, et c'est un acide gras qu'on peut considérer comme étant essentiel. Alors pas essentiel au sens strict du terme, parce que on peut le fabriquer à partir de l'acide linoléique. Mais si on n'apporte pas suffisamment d'acide linoléique, comme on trouve de l'acide arachidonique dans les produits animaux, on ne sera pas carencé, puisqu'on va pouvoir l'apporter directement sous sa forme d'acide arachidonique sans avoir à transformer l'acide linoléique en acide arachidonique. Bon, c'est un peu technique, mais j'espère que vous suivez. Donc cet acide arachidonique, il est essentiel pour la santé humaine, parce qu'il est impliqué dans tout un tas de fonctions biologiques importantes. On a notamment la régulation de l'inflammation, on a la signalisation cellulaire, et puis on a aussi la modulation de la réponse immunitaire. Alors on va voir rapidement les principales fonctions physiologiques de l'acide arachidonique. Déjà, il a une action sur l'inflammation. Donc cet acide gras, c'est un précurseur de molécules de signalisation qui sont impliquées dans la réponse inflammatoire. Alors la signalisation cellulaire, c'est quoi ? C'est le processus qui permet aux cellules de communiquer entre elles pour arriver à coordonner leurs actions et à répondre aux changements dans leur environnement. On se doute bien que dans le corps humain, les cellules elles doivent travailler ensemble pour maintenir l'homéostasie et assurer la fonction normale des organes et des systèmes. Et des perturbations de la signalisation cellulaire, elles peuvent contribuer au développement de maladies telles que le cancer, le diabète ou les maladies neurodégénératives, donc c'est pas rien. Donc l'acide arachidonique va permettre de produire certaines molécules qui sont comme des messagers chimiques, qui vont être envoyés à différentes parties du corps pour générer une inflammation plus ou moins importante suivant les circonstances. Par exemple, si vous vous coupez, il va y avoir une réaction inflammatoire qui va être créée pour permettre la cicatrisation, pour lutter contre les microbes qui rentreraient à travers la plaie, pour stopper l'écoulement de sang, etc. Alors, deuxième point, la fonction cardiovasculaire. Donc l'acide arachidonique, il influence la tonicité vasculaire. Il a aussi une action sur la coagulation sanguine et la pression artérielle. Il peut contribuer aussi bien à la vasoconstriction qu'à la vasodilatation. Donc ça montre qu'il n'a pas un seul rôle qui irait que dans un sens. Ensuite, au niveau du développement du cerveau, l'acide arachidonique, c'est un composant majeur des membranes cellulaires du cerveau et il est essentiel au développement neuronal, à la plasticité synaptique et à la fonction cognitive. Ensuite, on a la croissance musculaire. Donc cet acide gras, il est impliqué dans la croissance et la réparation musculaire, notamment en favorisant la synthèse des protéines et en modulant l'inflammation après un exercice physique. Alors cet acide arachidonique, il compose également les membranes cellulaires. En fait, il est incorporé dans les phospholipides des membranes cellulaires, ce qui contribue à la flexibilité et à la fluidité des membranes cellulaires, ce qui est extrêmement important. Parce que ça va permettre une communication cellulaire plus ou moins bonne, un transport des nutriments plus ou moins bon et une meilleure signalisation. L'acide arachidonique, c'est aussi un précurseur de molécules bioactives. C'est le précurseur de molécules de signalisation dont j'ai déjà parlé, qui s'appellent alors je ne fais pas la liaison exprès, eicosanoïdes. Mais l'acide arachidonique, c'est aussi un précurseur des endocannabinoïdes. C'est des molécules qui agissent sur les mêmes récepteurs que le cannabis et qui donc peuvent avoir une action sur la douleur en la diminuant. Alors maintenant, on va se poser un petit peu la question de quelle quantité consommer idéalement et qu'est-ce qu'on appelle une consommation excessive d'acide arachidonique. Parce que le problème est là. Alors j'ai commencé par regarder ce que nous dit l'OMS. Et l'OMS nous dit que l'apport recommandé en acide arachidonique serait de 0,1 à 0,2% des calories totales. Donc ça équivaut à peu près à 200 à 400 mg par jour pour une personne qui consommerait 2000 kcal par jour. Ce qu'on nous dit également, c'est qu'il n'y a pas de limite supérieure qui a été fixée en termes d'acide arachidonique. Mais on nous dit qu'une consommation excessive peut contribuer à une augmentation accrue dans le corps. Mais du coup, c'est quoi une consommation excessive ? Je n'ai pas trouvé de valeur. Dans toutes les recherches que j'ai faites, dans toutes les études que j'ai pu regarder, je n'ai trouvé aucune valeur. Alors, pour m'aider un petit peu, j'ai lu un livre assez technique du docteur François Mendy, alors je ne sais pas comment ça se prononce, M-E-N-D-Y. Le titre, c'est « Un regard passionné sur les lipides ou matières grasses ». Alors, je vous dis tout de suite, ce livre,
C'est un livre qui est vraiment technique, qui est assez complexe, parce qu'il y a tous les processus biochimiques qui sont expliqués. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à étudier les lipides, donc il s'y connaît. Et pour la petite histoire, en fait, les lipides, ils ont été très étudiés pour arriver à fabriquer des laits maternisés qui soient suffisamment proches du lait maternel et qui permettent un développement normal du nourrisson. Parce qu'au départ, ils mettaient pas d'acide linoléique, pas d'acide alpha-linolénique, ce qui a entraîné des retards de croissance, des problèmes de santé, des problèmes neurologiques, des fois des problèmes graves qui allaient jusqu'à la mort. Donc cette étude des acides gras a été absolument capitale pour arriver à formuler des laits maternisés qui permettent d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus du lait maternel. D'ailleurs, dans ce livre, on apprend que l'acide gras numéro 1 en termes de poids dans le cerveau, l'acide gras numéro 1, c'est l'acide oléique, l'acide gras numéro 2, c'est l'acide arachidonique, l'acide gras numéro 3, c'est le DHA, qui est un acide gras de type oméga 3 qu'on trouve naturellement dans les poissons gras. Alors donc dans les laits maternisés, le but des chercheurs c'était d'avoir un lait qui permette d'obtenir un taux d'acide arachidonique de 7,08% dans les acides gras circulants. C'est-à-dire un lait qui contient différentes choses, donc notamment de l'acide linoléique. Une fois que ce lait est consommé par le nourrisson, on regarde au niveau sanguin combien il y a d'acides gras circulants, et donc il fallait qu'il y ait un taux d'à peu près 7%. Alors ça c'est pour les nourrissons, donc ça ne peut pas être transposé tel quel à une personne adulte. Mais ça donne déjà une idée. Donc même dans ce livre, je n'ai pas trouvé d'informations précises de ce que serait un excès d'acide arachidonique. Puis quand on parle d'excès, il y a l'excès alimentaire, quelle quantité d'aliments riches en acide arachidonique je vais consommer, et puis il y a ce qu'il y a dans mon sang. Parce que pour une même quantité d'acide linoléique, suivant les personnes, il n'y aura pas un même taux de conversion en acide arachidonique. Et de la même façon, pour un même aliment qui contient la même quantité d'acide arachidonique, suivant les personnes, le taux d'assimilation de cet acide arachidonique ne sera pas le même. Alors après, dans les études, les taux les plus élevés d'acide arachidonique que j'ai trouvés qui sont généralement donnés aux personnes, c'est 1,5 g par jour. Donc vous voyez, d'un côté, on a l'OMS qui nous conseille 0,2 à 0,4 g par jour. D'un autre côté, on a des études qui vont jusqu'à 1,5 g d'acide arachidonique. Bon, on pourrait supposer que la quantité idéale à consommer, c'est entre les deux. L'excès, je sais pas, c'est peut-être 1 gramme, c'est peut-être 1,5 g, c'est peut-être plus. Et puis surtout, peut-être que ça dépend des gens. Peut-être qu'il y a des personnes qui à 1,5 g ne seront pas du tout en excès. Et puis il y en a d'autres qui seront en excès déjà avec 1,5 g d'acide arachidonique. Donc, il n'y a pas de réponse. Alors maintenant, on va voir où est-ce qu'on trouve cet acide arachidonique. Bon, déjà, on le trouve dans les produits animaux. On en trouve dans le beurre, 34 mg, alors c'est à chaque fois pour 100 g d'aliments. 34 mg dans le beurre. On en trouve dans la graisse de bœuf, 100 mg pour 100 g. La graisse de porc, 30 mg pour 100 g. La graisse de poulet, 60 mg. Dans les fromages, chèvre ou feta, 4 à 5 mg, donc c'est quand même hyper faible. Dans le roquefort ou le bleu, 20 à 30 mg. Et là où il y en a le plus, ça va être dans les abats. Dans le foie de bœuf, 400 mg, les rognons de bœuf, 150 mg, le cœur de bœuf, 100 mg, et la cervelle de bœuf, 300 mg. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le site SICAL. On va voir combien il y a d'acide arachidonique dans les principaux aliments. On tape arachidonique, ensuite on coche constituant, et on clique sur la loupe. Et là, vous avez une liste des principaux aliments. Alors, c'est pas forcément des aliments, parce que poudre de jaune d'œuf, bon, c'est un produit industriel que nous, on va pas consommer. Mais vous avez les aliments par ordre décroissant d'acide arachidonique. Alors, on peut voir, par exemple, ici, que dans le beurre salé, on a 0,08 g. Donc, ce qui représente en milligrammes, il faut juste multiplier par 1000, et ça nous fait donc 80 mg d'acide arachidonique pour 100 g de beurre. Là en dessous, on voit que dans la viande de canard, pareil, à peu près 80 mg. Dans la viande de poule, on a 80 mg. On va voir que suivant les morceaux, on aura plus ou moins d'acide arachidonique. On voit par exemple que dans un œuf à la coque, on a 100 mg d'acide arachidonique. Là, on a par exemple dans l'épaule de bœuf cru, on a 110 mg. Dans un œuf cru, 120 mg. Dans du maquereau cru, ça nous fait 120 mg. Et puis on va aller tout en haut pour voir ceux qui en contiennent le plus. Alors on a du cœur de poulet, 720 mg. On a du foie de morue, 660 mg. De la cervelle de porc,
qui a été cuite, 630 mg. Alors vous voyez que ceux qui contiennent le plus d'acide arachidonique, ça va être certains abats. On a aussi dans le foie d'agneau cru 420 mg. Et du coup, si on descend pour voir au niveau de la viande, plat de côte de bœuf 170 mg. Là, si on prend du steak haché de bœuf, 15% de matière grasse, on a 130 mg. Dans les côtelettes d'agneau, on en a relativement peu, 66 mg. Alors je vous laisse aller voir sur le site SICAL pour voir parmi les produits que vous consommez le taux d'acide arachidonique moyen. Sachant que c'est une moyenne, hein, c'est un aliment qui a été analysé à un instant T, et donc forcément dans vous, le morceau de viande, de poisson ou les œufs que vous allez manger, le taux ce ne sera pas exactement le même. Mais bon, ça permet de se faire une idée, de savoir s'il y en a beaucoup, moyennement, ou s'il y en a peu. Alors on peut faire une recherche, par exemple, on va avoir du steak de bœuf, version crue ou grillée. Donc là je suis sur la version grillée, et on voit, donc là vous avez tous les constituants, on voit que l'acide arachidonique, on n'en a que 1,2 mg, donc ce qui n'est pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que cette partie de viande, en fait, elle contient très peu de lipides. Vous voyez, lipides, pour 100 g, vous en avez que à peu près 2 g. Donc il y a 2% de lipides dans ce steak de bœuf. Donc forcément, sur ces 2%, vous allez avoir très peu d'acide arachidonique. Voilà, si maintenant on regarde avec du steak haché à 10% de matière grasse, on voit dans la partie lipides qu'on a à peu près 12% de gras. Et maintenant, si on regarde au niveau de l'acide arachidonique, on voit qu'on n'a pas la valeur. Donc, on va prendre un autre, on va prendre par exemple celui à 5% de matière grasse, on va voir s'il y en a plus de chance. Donc on regarde bien les lipides, voilà, on en a 5,85, ok, et là la quantité d'acide arachidonique, on n'en a pas beaucoup, ça nous fait 33 mg. Donc là vous voyez qu'une personne qui consommerait 1 kg de steak haché par jour, alors ce qu'on fait évidemment pas en régime cétogène, mais ça lui apporterait 1 kg de steak haché à 5% de matière grasse, ça lui apporterait à peu près 330 mg d'acide arachidonique, ce qui est vraiment faible. On peut supposer qu'avec 10% de matière grasse, on aura le double, c'est-à-dire qu'avec 10% de matière grasse, si on consomme 500 g de cette viande hachée, on aura toujours pareil, à peu près 330 mg d'acide arachidonique. Et donc si on rajoute à ces 500 g de viande hachée à 5% de matière grasse, par exemple 100 g de graisse de bœuf, on va ajouter à ces 330 mg, on va ajouter 200 mg, ce qui nous ferait un total, un apport quotidien de à peu près 500 mg. Voilà, donc c'est des valeurs qui sont tout à fait modérées et qui sont pas du tout excessives. Voilà, donc je vous laisse vous amuser sur le site SICAL. Allez vérifier quelle quantité d'acide arachidonique il y a dans les aliments que vous consommez. Alors je vous rappelle, c'est un acide gras, donc on va trouver uniquement dans les produits qui sont plus ou moins gras. Alors maintenant, on va voir une partie qui m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos, c'est la conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique. Alors pour arriver à trouver des infos, je me suis aidé de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un outil hyper intéressant pour arriver à avoir des infos qu'on n'arriverait jamais à trouver, ou alors il nous faudrait un temps infini. Mais afin de pouvoir vérifier les informations, j'utilise 6 intelligences artificielles. Alors la plus connue c'est ChatGPT, c'est pas celle que j'utilise le plus, mais vous avez aussi Mistral, vous avez aussi Gemini de chez Google, vous avez également Perplexity et vous avez Claude. Donc comment je fais ? Je vais poser une question à chacune de ces 6 intelligences artificielles et je vais voir un petit peu la réponse. Je vais demander par exemple à chacune des intelligences artificielles quel est le taux moyen de conversion d'acide linoléique en acide arachidonique chez les humains. Et je vais obtenir des réponses qui sont des fois proches et puis des fois qui sont différentes, avec des taux qui sont assez différents. Alors j'ai commencé par avoir une réponse me disant que le taux moyen chez des adultes en bonne santé était de 5 à 15%. Alors j'ai demandé du coup à voir des études, donne-moi des études dans lesquelles ce taux de conversion a été déterminé. Alors on me dit qu'il y a une étude de 94 parue dans le Journal of Lipid Research qui nous dit que l'acide linoléique est converti en acide arachidonique chez des femmes en bonne santé à hauteur d'environ 9%. Ensuite, il y a une autre étude en 2000 qui nous dit que le taux de conversion était de 5 à 6%. Une autre étude en 2002, là on avait du 6%. En 2007, on avait du 9 à 10% dans une autre étude. Après, dans le livre Un regard passionné sur les lipides ou matières grasses du Dr François Mendy, on peut lire
L'acide linoléique peut être converti en acide arachidonique dans l'organisme. Cependant, cette conversion est complexe et ne se produit pas de manière linéaire. En effet, au-delà de 5% d'acide linoléique dans l'apport calorique total, cet acide gras ne se transforme plus en acide arachidonique. On peut même observer l'inverse, c'est-à-dire une diminution de la concentration en acide arachidonique. Je suis allé voir un petit peu cette étude, et en fait, cette étude, elle a été faite sur des nourrissons à qui on a donné un lait maternisé, donc un lait fabriqué par l'homme, avec des teneurs différentes en acide linoléique. Donc est-ce que cette étude faite sur des nourrissons avec un lait maternisé, est-ce que ça peut être transposé aux adultes ? Peut-être pas. Peut-être que ça nous donne une idée, mais peut-être que les valeurs vont être complètement différentes chez un adulte. Peut-être que chez les adultes, ce sera beaucoup plus bas ou plus élevé, mais en tout cas, on ne peut pas se fier à une étude qui est faite sur des nourrissons, qui est une période de la vie très particulière chez l'humain. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu la difficulté qu'il y a à trouver des informations en se basant sur les études. Alors là, j'ai trouvé une étude, donc là c'est sur internet, sur un site. On a l'étude déjà qui est en anglais, et on n'a pas forcément l'intégralité de l'étude. Donc là, on a un résumé, l'introduction, et on a quelques éléments, mais on n'a pas l'intégralité de l'étude. Si on veut aller sur l'intégralité de l'étude, il faut cliquer sur ce lien, on arrive sur cette page, et ensuite il va falloir payer. Donc on peut avoir un accès de 24 heures pour à peu près 25 $ pour voir cette étude. Donc voilà, donc ça fait cher par étude, vous imaginez, s'il y a 10 études, ça fait à peu près 250 $. Alors maintenant, je vais vous montrer une étude plus complète que j'ai trouvée. Alors évidemment, c'est toujours en anglais, vous avez différentes informations, voilà, donc vous avez des graphiques, vous avez des tableaux, vous avez des données, vous avez un résultat, une conclusion, et puis toutes les références. Donc vous voyez un petit peu la problématique. Pour arriver à étudier tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui va nous faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'on peut donner ce document à une intelligence artificielle, on peut lui demander de résumer l'étude, on peut lui demander de nous dire ce que l'étude a démontré, on peut lui demander de chercher des informations qu'on va trouver ici. Alors après, nous, on va vérifier que ce que nous dit l'intelligence artificielle, c'est bon, mais en tout cas, ça fait gagner énormément de temps. Et on peut aussi demander à l'intelligence artificielle de nous donner les faiblesses de cette étude, les biais éventuels de cette étude, pour voir ce qui pourrait poser problème. Par exemple, elle va nous dire qu'il y a trop peu de personnes dans l'étude, ou alors que c'est une ethnie particulière, ou alors qu'il y a des problèmes dans la méthodologie, enfin voilà. Donc c'est vraiment une aide inestimable, parce que pour arriver à faire ça avant l'intelligence artificielle, il fallait avoir des compétences assez importantes, et puis ça demandait énormément de temps. Donc là, ça nous fait gagner du temps. Alors cette étude, elle est intéressante, elle date de 1997, et elle explore les effets d'une supplémentation en acide arachidonique dans l'alimentation humaine. Elle a été menée sur 10 volontaires masculins en bonne santé, vivant dans une unité de recherche métabolique pendant 130 jours et suivant un protocole croisé en aveugle. Donc c'est pas mal, alors il y a peu de personnes, 10, c'est que des hommes. Bon, mais c'est déjà pas mal. Dans cette étude, les participants ont suivi un régime pauvre en acide arachidonique, 210 mg par jour pendant 15 jours, puis ils ont été divisés en deux groupes. Un groupe A qui a reçu un régime riche en acide arachidonique, donc 1,7 g par jour, tandis que le groupe B a continué le régime pauvre en acide arachidonique pendant 50 jours. Et puis, au bout de 50 jours, les groupes ont inversé leur régime pendant 50 jours de plus. Donc ensuite, il y a eu des échantillons sanguins, des biopsies qui ont été faites sur le tissu adipeux à différents moments. Et voici les résultats. Alors on nous dit pas d'accumulation significative d'acide arachidonique dans le tissu adipeux. Peu d'effets physiologiques de l'acide arachidonique ont été détectés. On aurait pu s'attendre avec une telle quantité d'acide arachidonique à ce qu'on trouve des effets pro-inflammatoires. Mais encore une fois, attention, c'est sur une période de temps limitée, c'est sur 50 jours. Peut-être et même probablement que l'inflammation, elle apparaîtrait si ça avait été fait pendant des années. Donc là, 50 jours, c'est peut-être trop peu. On nous dit qu'il y a une incorporation minime dans les triglycérides plasmatiques, aucun changement significatif des lipides sanguins, et on a des changements significatifs dans la production d'éicosanoïdes urinaires, ça veut dire de l'élimination de ces substances. Et donc la conclusion, ce serait que l'acide arachidonique alimentaire à 1,5 g par jour pendant 50 jours semble être sans danger pour les humains et n'affecte pas de manière significative les paramètres cardiovasculaires ou immunitaires. On nous dit également que l'acide arachidonique alimentaire est métabolisé différemment de l'acide arachidonique qui est produit à partir de l'acide linoléique.
Donc là, on nous dit, l'étude suggère que l'apport alimentaire en acide arachidonique, même à des niveaux 5 à 10 fois supérieurs à ceux d'un régime occidental typique, n'est pas nécessairement nocif pour la santé. Mais bon, encore une fois, faible nombre de participants, durée d'études assez courte, donc il faut quand même faire attention aux conclusions. En tout cas, cette conclusion est valable sur 50 jours, mais on ne peut pas extrapoler sur des années et des années à de tels dosages. Alors je vous présente une autre étude qui a été faite sur des hommes, alors c'est souvent sur des hommes. Donc je vous montre rapidement à quoi ressemble une étude, on ne va pas la lire ensemble, vous avez encore une fois des données, des textes évidemment en anglais, des tableaux, voilà, avec tout un tas de valeurs. Bon, alors après, il faut se rappeler des acides gras. Donc, par exemple, l'acide gras, celui-ci, c'est l'acide arachidonique. Celui-ci, c'est l'acide linoléique. N6, ça veut dire que c'est un oméga 6. N3, ça veut dire que c'est un oméga 3. Et ensuite, 18, c'est le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne de l'acide gras. Après le 2 points, il y a un chiffre. Et le chiffre, c'est le nombre de doubles liaisons. Donc dans l'acide linoléique, il y en a 2, alors que dans l'acide arachidonique, il y a 20 atomes de carbone et 4 doubles liaisons. Voilà, donc on a des graphiques, on a d'autres graphiques, encore d'autres graphiques, avec des petits symboles particuliers qui sont utilisés en statistique et qui permettent de comprendre exactement les choses, avec des valeurs. Bon, tout ça c'est le domaine de la statistique. Vous voyez, je déroule, et puis à la fin, on a toutes les références. Alors voilà, donc comme je vous ai dit, beaucoup de travail, mais là au moins on a une étude complète. On peut lire son intégralité et éviter de commettre des erreurs avec des informations qui sont trop succinctes. Alors cette étude, elle examine l'impact de la consommation d'acide arachidonique sur le métabolisme de l'acide linoléique, qui a été marqué avec un isotope qui est le deutérium. On nous dit que la supplémentation en acide arachidonique n'affecte pas l'absorption de l'acide linoléique. Alors ça, l'étude elle a été faite sur une période de 4 jours, donc c'est pas non plus, c'est hyper court, mais bon, ça donne quand même des informations, mais c'est pour vous montrer la complexité de la chose, c'est qu'il faut avoir plein d'études qui ont des durées différentes, qui vont montrer des fois la même chose, mais sur des durées différentes, et puis des fois ça se recoupe. Là, on nous dit que la supplémentation en acide arachidonique diminue la formation d'acide arachidonique à partir de l'acide linoléique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'apporte de l'acide arachidonique par mon alimentation, par exemple, à travers du gras animal, comme j'apporte aussi de l'acide linoléique, mon corps il va produire moins d'acide arachidonique à partir de l'acide linoléique parce que j'apporte déjà suffisamment d'acide arachidonique. Donc c'est quand même une bonne chose. L'étude a estimé que pour un homme adulte consommant un régime alimentaire américain typique, la synthèse d'acide arachidonique à partir de 20 grammes par jour d'acide linoléique est d'environ 677 mg par jour. Et quand on a donné 1,5 g d'acide arachidonique, donc c'est-à-dire une quantité élevée, à ce moment-là, la synthèse, elle est passée à peu près 326 mg par jour. Donc elle a été divisée par 2. Voilà, donc là déjà on pourrait retenir le chiffre que si on consomme 20 g d'acide linoléique, on produit à peu près, alors on va arrondir 677, on va arrondir à 700 mg, on produit à peu près 700 mg d'acide arachidonique par jour. Et là c'est avec une consommation d'acide arachidonique qui est autour de 200 mg par jour. Et il faut quand même manger 1,5 g d'acide arachidonique pour voir cette production interne divisée par 2. Alors, je vous montre une autre étude. Alors c'est un peu ennuyeux, j'en ai conscience, mais c'est pour vous montrer un petit peu la difficulté de l'exercice. Là, vous avez des jolies formules, vous avez des jolis diagrammes, voilà. Donc allez interpréter tout ça. Voyez le boulot. Cette étude, elle est assez longue, voilà. Bon, on arrive à la fin avec les références. Alors vous imaginez si en plus, on devait s'amuser à aller voir chacune des références. Là, il y en a 64. Donc on revient au début de l'étude. Alors cette étude, elle nous dit que le taux de conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique, il était faible, il s'élevait à 0,2% en moyenne. Mais attention, cette étude, elle a été faite sur des hommes qui avaient une hyperlipidémie et qui ont suivi un régime spécifique. Forcément, le taux réel chez la population, il sera différent. Alors, ça peut être un peu plus bas et ça peut être un peu plus élevé ou beaucoup plus élevé. Donc là, la conclusion de cette étude, ce serait que les humains ils peuvent convertir de l'acide linoléique en acide arachidonique, mais que le taux de conversion il est plutôt faible. Mais là encore une fois, cette conclusion, il faut faire attention parce que c'est sur une population très particulière. Ça a été fait déjà que sur des hommes, et puis avec une alimentation spécifique, un âge
donc des hommes d'âge moyen, si mes souvenirs sont bons, avec une hyperlipidémie. Alors, on va voir encore une autre étude parce que je sais que vous adorez les études. Voilà, une autre étude. Donc souvent sur les sites, vous voyez, vous avez que ça. Et beaucoup de personnes sur YouTube ne vont tenir compte que de ça. Pourquoi ? Parce que souvent, pour avoir l'intégralité de l'étude, il faut payer en fait. Voilà, c'est un problème. À 25 € l'étude, vous voyez, ça fait vite. Là, j'en ai sélectionné 6. Voilà, donc encore une autre étude avec des tableaux, avec tout un tas de choses. Cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors cette étude, elle examine l'impact de l'apport en acide linoléique sur la formation d'acide arachidonique et la biosynthèse des eicosanoïdes chez l'homme. La conclusion, on va directement aller à la conclusion de l'étude. Un apport plus élevé en acide linoléique n'entraîne pas nécessairement des taux d'acide arachidonique plus élevés. Contrairement à ce que l'on pensait, une augmentation de l'apport de l'acide linoléique de 4 à 20% de l'apport énergétique total n'a pas augmenté la quantité de l'acide linoléique transporté dans les fractions lipidiques plasmatiques, ni la quantité d'acide arachidonique. On nous dit aussi qu'un apport plus élevé en acide linoléique a entraîné une diminution de l'acide arachidonique. Alors là, ce qu'ils disent, c'est que c'est probablement lié au fait que l'enzyme qui sert à fabriquer l'acide arachidonique, donc la delta-6 désaturase, elle a probablement été inhibée, tout simplement parce que le corps, au bout d'une certaine quantité d'acide linoléique, il va arrêter de produire des trop grandes quantités d'acide arachidonique. Et là, on nous dit qu'il n'y a pas d'augmentation de la biosynthèse des eicosanoïdes pro-inflammatoires. Par contre, parce que là, en gros, c'est plutôt positif, en fait, tout ce qu'on nous dit. On nous dit, on a beaucoup d'acide linoléique. Bon, il ne va pas y avoir trop d'acide arachidonique endogène produit par le corps. Tout va bien, en fait. Et puis, donc, pas d'augmentation des molécules qui vont favoriser l'inflammation. Mais par contre, on nous dit qu'il y a une augmentation de l'oxydation de l'acide linoléique quand il est apporté de façon trop élevée. Alors on passe à une autre étude. Juste avant, quand j'ai fait mes recherches d'études, il y a un certain nombre d'études qui étaient faites sur des rats ou sur divers animaux. Dans le livre que j'ai lu sur les lipides, l'auteur, il dit bien que, attention, c'est pas transposable parce que le métabolisme des lipides chez les rats, c'est pas du tout le même que celui des humains et que les études faites sur les rats vont amener des conclusions que pour les rats. On ne peut pas extrapoler ça aux humains. Toutes les études sur les rats, évidemment, je ne les ai pas prises en compte. Donc là, une autre étude qui doit être assez ancienne, 1999. Voilà, bon, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Et puis on va voir ce que cette étude nous apprend. Après l'administration d'une dose unique d'acide linoléique marqué au deutérium, l'acide arachidonique marqué au deutérium a été détecté dans le plasma des participants. Cela prouve que la conversion a lieu dans le corps humain. Le pic de conversion se situe autour de 96 heures. Les participants avaient une alimentation normale, ce qui indique que la conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique se produit naturellement dans des conditions d'alimentation courantes. Bon, j'espère que vous avez survécu à toutes ces études, mais vous voyez, c'est hyper complexe d'arriver à avoir des informations précises. En faisant de nouvelles recherches, j'ai trouvé que le taux de conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique, il était estimé à environ 0,2 à 2%. Donc, suivant l'âge, suivant l'état de santé de la personne, suivant certains problèmes de santé de la personne, parce que certains problèmes métaboliques, comme l'hyperinsulinisme, comme l'hyperlipidémie, peut entraîner un taux de conversion qui sera ou plus élevé ou plus faible suivant les cas. Et puis ça peut varier aussi en fonction de facteurs génétiques, voilà. En tout cas c'est très variable, 0,2 à 2%. Alors ce qui peut faire varier cette conversion d'acide arachidonique, c'est aussi la consommation plus ou moins élevée d'acide oméga 3, comme par exemple l'acide alpha-linolénique qu'on trouve majoritairement dans certaines huiles végétales, ou comme l'EPA et le DHA qu'on va trouver dans les poissons gras, les sardines, maquereaux, harengs, anchois. Alors pourquoi il y a une influence ? C'est tout simplement qu'on a deux branches, les oméga 6, les oméga 3. On part de l'acide gras parent, l'acide linoléique, dans la branche des oméga 6, et l'acide gras parent, c'est l'acide alpha-linolénique dans la branche des oméga 3, et ensuite on va fabriquer différentes molécules jusqu'à arriver aux acides gras, arriver par exemple jusqu'à l'acide gras arachidonique dans les oméga 6, ou à l'EPA dans les oméga 3. Et pour ça, en fait, les deux familles, oméga 6 et oméga 3, vont utiliser les mêmes enzymes. Et du coup, il y a une espèce de compétition. Et si on a un équilibre entre les deux, les choses elles vont bien se faire. On va produire pas trop d'oméga 6,
parce qu'on aura apporté suffisamment d'oméga 3. Mais s'il y a un déséquilibre total, et bien à ce moment-là, les enzymes, par exemple, elles vont être à fond sur les oméga 6, parce qu'il n'y a pas assez d'oméga 3, et du coup, on va produire beaucoup trop d'acides gras de type oméga 6. Alors il faut rappeler aussi que pour effectuer toutes ces réactions biochimiques, on a besoin d'apporter au corps certains nutriments. En tout cas, il faut qu'il y ait ces nutriments dans notre alimentation. Donc il faut qu'il y ait notamment suffisamment de zinc, suffisamment de magnésium, suffisamment de vitamine B6, de vitamine C, et voilà, tout ça c'est nécessaire pour que les désaturases et les élongases puissent fonctionner correctement. On a évidemment aussi des facteurs génétiques qui vont influencer cette conversion, et puis on va avoir l'âge et le sexe. Par exemple, les femmes qui sont en âge de procréer, elles vont avoir en général des taux de conversion plus élevés à cause des effets des hormones sexuelles sur cette activité enzymatique. Alors donc ça c'était une intelligence artificielle qui m'avait donné ces informations. Sur une autre intelligence artificielle, on me dit, selon les études, le taux de conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique chez les humains adultes varie de 0,2 à 9% avec une moyenne d'environ 1 à 2%. Cependant, le taux de conversion peut varier en fonction de divers facteurs tels que l'apport alimentaire en oméga 3, celui en oméga 6 évidemment, le sexe, l'âge et l'état de santé. Par exemple, une alimentation riche en acides gras oméga 3 peut réduire le taux de conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique, tandis qu'une alimentation qui sera riche en oméga 6 peut l'augmenter. De plus, les femmes ont tendance à avoir des taux de conversion plus élevés que les hommes, et les personnes âgées ont tendance à avoir des taux de conversion plus faibles que les personnes plus jeunes. Donc déjà, ça nous donne quand même une indication. Alors, fort de ces informations qui nous ont été données par les études, par les intelligences artificielles, qui sont allés fouiner un petit peu partout sur le web pour récolter ces informations, et maintenant, on a des informations. C'est quoi l'excès d'acide arachidonique ? L'excès, ce serait 1,5 g par exemple. On a vu qu'il y avait des études qui, pour arriver à apporter un excès d'acide arachidonique, allaient entre 0,5 et 1,5 g d'acide arachidonique par jour. Donc voilà, on voit qu'1,5 g, ça correspond à un excès. On a vu que des quantités faibles d'acide arachidonique, c'était autour de 200 mg, que l'OMS nous dit entre 200 et 400 mg, donc on pourrait considérer que si on est autour de 500 mg, alors j'arrondis, on est dans les clous. Alors si on prend par exemple le cas de l'œuf, un œuf ça pèse à peu près 60 grammes, si je consomme 4 œufs par jour. 4 œufs ça fait à peu près 240 grammes d'œuf, et il y a à peu près 100 mg d'acide arachidonique dans 100 g d'œuf. Donc du coup, 4 œufs, ça fait 240 mg d'acide arachidonique. Si en plus je consomme par exemple du steak haché à 5% de matière grasse, et je vais en consommer à peu près 300 grammes, il y a 33 mg pour 100 g. Donc 300 g, ça nous fait à peu près 100 mg d'acide arachidonique. Donc là, pour l'instant, on est à 340 mg. Supposons qu'à ça, je rajoute à peu près 200 g de beurre. Là, je fais un repas typique cétogène, je rajoute à peu près 200 g de beurre. Donc du beurre salé, ça contient au 100 g 80 mg. Donc 200 g, ça fait 160 mg. Donc le total de notre repas du jour cétogène, ça nous fait un total de 500 mg d'acide arachidonique, ce qui est quand même pas extraordinaire. Et c'est surtout qu'avec ce qu'on a mangé, on a apporté très peu d'acide linoléique. Dans le beurre, on en a au maximum, donc dans les 200 g de beurre, on en a au maximum 3 g. Dans notre viande hachée, on en a beaucoup moins, c'est-à-dire que dans 300 g de viande hachée, on a à peu près 0,3 g d'acide linoléique. Et dans les œufs à la coque, on a à peu près 1 g d'acide linoléique pour 100 g. Alors évidemment, ça dépend des œufs, parce que des bons œufs avec un petit peu d'oméga 3, il y aura moins d'acide linoléique. Là, c'est probablement même des œufs en batterie qui ont été analysés sur le site SICAL. Donc ça fait qu'avec nos œufs en batterie, on aurait 1 g d'acide linoléique pour 100 g d'œufs. Donc ça nous fait 2,4 g d'acide linoléique pour nos 4 œufs. Donc ce qui nous ferait au total sur notre journée à peu près 6 g d'acide linoléique. Ce qui va correspondre à la fourchette basse. Dans ce qu'on a vu dans les études, là autour de 4% des apports caloriques, ça correspond à la fourchette basse. Et on avait vu dans une étude que 20 g d'acide linoléique entraînait une production de
à peu près 700 mg d'acide arachidonique. Alors on ne peut pas forcément faire une règle de 3, on ne peut pas voir si à 6 grammes on aurait la quantité équivalente d'acide arachidonique, ce qui correspondrait à 400 mg d'acide arachidonique, parce qu'on ne sait pas si c'est une fonction linéaire. Il ne faut pas oublier que le corps va produire l'acide arachidonique à partir de l'acide linoléique en fonction de ses besoins. Bon, l'info que je n'ai pas trouvée, qui serait quand même intéressante, c'est de combien un adulte moyen a besoin d'acide arachidonique, sachant qu'évidemment ça va dépendre de plein de choses, mais ce serait bien d'avoir un ordre de grandeur. En tout cas, j'ai pas encore trouvé l'info, mais on voit avec ce petit calcul qu'en régime cétogène, on n'apporte pas autant que ça d'acide arachidonique, et qu'il y a des personnes qui suivent un régime alimentaire de type omnivore classique qui vont en apporter beaucoup plus que nous en régime cétogène. Après, quand j'ai parlé des études et de l'acide linoléique qui peut être apporté en quantité importante, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que même si on apporte beaucoup d'acide linoléique et que ça va entraîner une production d'acide arachidonique qui sera plus faible, c'est-à-dire que j'apporte peu d'acide linoléique, je vais fabriquer une certaine quantité d'acide arachidonique, mais j'apporte beaucoup plus d'acide linoléique, je vais en fabriquer moins. Mais cet acide linoléique, pour autant qu'il reste dans le corps, il ne va pas disparaître comme par magie. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il va intégrer nos membranes cellulaires. Et le problème, c'est que cet acide linoléique, apporté en trop grande quantité, il va intégrer nos membranes cellulaires en quantité trop importante, ce qui va perturber le fonctionnement de nos cellules. Parce que ces membranes cellulaires, elles seront plus fragiles, plus sujettes à l'oxydation, et quand on dépasse un certain seuil, il y a une réaction en chaîne d'oxydation qui va se produire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre de Catherine Shanahan qui s'appelle Dark Calories, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2024, et qui est super intéressant. Elle a écrit d'autres livres, et donc elle parle de la problématique notamment des huiles végétales qui apportent trop de certains acides gras qui sont trop fragiles à l'oxydation et qui vont poser des vrais problèmes de santé. Alors comme souvent, elle va avoir tendance à mettre trop l'accent là-dessus, faire comme si toutes les maladies étaient causées par un excès de consommation d'huile végétale. Bon, il faut quand même mettre un peu de nuance là-dedans. Évidemment, ça ne vient pas que de ça. Si vous lisez un livre sur les oxalates, vous allez voir que l'auteur il va vous dire que tous les problèmes de santé ils viennent des oxalates. Si vous lisez un livre sur l'acide urique, il va vous dire que, comme le docteur Perlmutter, il va vous dire que la plupart de nos problèmes de santé viennent de cet excès d'acide urique, etc., etc., etc. Lisez des livres, mais mettez de la nuance, parce que moi je pense que, évidemment, c'est pas lié qu'à ça. En tout cas, l'humain, il n'est pas fait pour consommer autant d'acide linoléique, parce qu'il y en a finalement peu dans les produits animaux, dès lors que les animaux sont nourris naturellement. Une vache, elle est faite pour brouter de l'herbe, elle n'est pas faite pour manger du tourteau de soja, du tourteau de tournesol et tout un tas d'autres céréales qu'on leur donne, du maïs, de l'ensilage. Une vache, elle n'est pas faite pour manger ça. Donc effectivement, quand vous donnez aux animaux d'élevage des aliments qui ne sont pas du tout faits pour eux, un mouton, c'est fait pour brouter de l'herbe, une chèvre, pareil. Et bien effectivement, ça pose des problèmes. Par exemple, les poulets, à l'origine, c'est des oiseaux. Je vous rappelle que les oiseaux, dans la nature, ça ne mange pas que des graines, parce que des graines, il y en a peu. Les oiseaux, ils mangent énormément d'insectes, qui eux-mêmes vont manger ou d'autres insectes ou des herbes, et qui vont avoir un gras qui sera assez riche en oméga 3. Donc du coup, les oiseaux, c'est-à-dire l'ancêtre des poules, avaient un gras qui était beaucoup plus riche en oméga 3. Aujourd'hui, le gras des poulets, le gras de dinde, c'est riche, trop riche en acide linoléique. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur l'acide linoléique, puisqu'il y en a jusqu'à 20%. Alors maintenant, on va revenir sur cette notion d'excès d'acide arachidonique. Parce que c'est vrai que j'ai entendu un certain nombre de personnes, dont des médecins, dire qu'il faut faire attention à ne pas consommer trop d'acide arachidonique. Mais en fait, il n'y a aucune valeur qui est donnée. Ce serait quoi trop ? Ce serait 1 gramme par jour. Et puis, ces mêmes personnes vont conseiller aux gens de diminuer la consommation de viande, la consommation de produits laitiers, la consommation d'œufs. Mais là, encore une fois, c'est sans tenir compte de la réalité. La réalité, c'est que, en fonction des protéines animales qu'on va consommer, il peut y avoir beaucoup d'acide arachidonique ou très peu. Donc, donner un tel conseil aussi flou, ça n'a aucun intérêt. Et à la limite, c'est même dangereux parce que ça pourrait faire peur aux gens et les inciter vers une alimentation de plus en plus végétale au risque de se carencer. Parce que je vous le rappelle, il y a beaucoup plus de nutriments dans le règne animal que dans le règne végétal. Alors, j'ai fait une vidéo qui traite dessus où je compare du brocoli
avec du steak de bœuf et du brocoli avec du foie de bœuf, et il n'y a pas photo. Et si vous ne me croyez pas, vous allez sur le site Sical, vous prenez n'importe quel végétal, vous regardez la quantité de micronutriments qu'il y a, et vous prenez un morceau de viande, n'importe quoi, et vous comparez, et vous verrez que la différence, elle est souvent énorme. Alors il y a quelques exceptions, il y a quelques nutriments qu'il y a plus dans certains produits végétaux, mais ça reste des exceptions. En majorité, il y en a plus, toujours plus, dans les produits animaux. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que ces mêmes personnes qui nous disent « attention, ne consommez pas trop d'acide arachidonique » ne savent peut-être pas que le corps est capable d'en fabriquer à partir d'acide linoléique. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens consomment beaucoup trop d'acide linoléique. Par exemple, dans 100 g d'huile de cartame, vous allez en avoir 73%. Dans l'huile de tournesol, vous allez en avoir 60-65% d'acide linoléique pour 100 g. Donc ça reste des quantités énormes. Et même dans des huiles qui sont réputées riches, entre guillemets, en oméga 3, parce qu'il y en a en fait qui ne sont pas si riches que ça, vous allez avoir aussi beaucoup d'acide linoléique. Et cet acide linoléique, votre corps, il va en transformer une partie en acide arachidonique. Et cet acide linoléique, il est partout en fait. Vous en avez dans les margarines, vous en avez dans l'huile des salades, vous en avez dans les plats industriels, dans les gâteaux, dans les confiseries qui contiennent du gras. Vous pouvez en avoir aussi dans les pâtes à tartiner, vous pouvez avoir dans les produits à l'huile. Par exemple, quand vous regardez la composition de certaines sardines à l'huile, c'est avec de l'huile de tournesol. Et puis il y a aussi le gras animal. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur l'acide linoléique, on va avoir dans la graisse de poulet ou dans la graisse de porc, on peut avoir jusqu'à 20% d'acide linoléique, donc 20% par rapport au total de gras. Du coup, même quand on est en régime cétogène et qu'on consomme beaucoup de gras, comme on fait un régime cétogène de façon intelligente, on va choisir nos sources de gras de façon à avoir peu d'acide linoléique. En régime cétogène, on consomme aussi des abats, parce que c'est très riche en certains nutriments. Donc ponctuellement, on va avoir un apport d'acide arachidonique qui sera plus élevé, mais c'est ponctuel. Personne ne devrait consommer du foie tous les jours ou de la cervelle tous les jours. Bien évidemment, c'est de façon ponctuelle. Le foie, c'est 1 à 2 fois par semaine. La cervelle, c'est pareil, c'est quelques fois par semaine au maximum, et puis ça reste des petites quantités. Personne va consommer 200 g de cervelle tous les jours. Alors maintenant, on va voir les effets anti-inflammatoires de l'acide arachidonique, parce que j'ai trouvé des choses quand même assez intéressantes. Alors, comme je vous ai dit, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher les études qui vont dans les deux sens. Mon but, c'est pas de vous prouver que l'acide arachidonique ne pose pas de problème, ou que c'est bon. Mon but, c'est de comprendre les choses. C'est vrai que généralement, l'humain, il a tendance à aller que dans une direction. Il veut démontrer quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui voudrait démontrer que le régime cétogène, c'est pas bon, il va chercher que des études qui vont montrer que l'acide arachidonique a des effets pro-inflammatoires. Et puis, quelqu'un qui serait pro-régime cétogène, par exemple, irait chercher peut-être que des études qui démontrent son effet anti-inflammatoire. Moi, la seule chose que je veux, c'est comprendre. Je veux comprendre l'effet que cet acide arachidonique a sur le corps, et après des heures et des heures de recherche, et après avoir lu ce livre spécialisé sur les lipides, donc qui parle notamment de l'acide arachidonique, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui disait que l'acide arachidonique était pro-inflammatoire systématiquement, même quand on en consomme un peu trop, et qu'il y a même des effets anti-inflammatoires. Alors j'ai par exemple trouvé une étude qui révèle comment le jeûne combat l'inflammation et prévient les maladies chroniques. Alors je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. On a ainsi une étude qui nous éclaire sur les bienfaits du jeûne et on nous dit que cette pratique ancestrale serait très efficace pour lutter contre l'inflammation et les maladies chroniques. Les résultats montrent que le jeûne augmente les niveaux sériques d'acide arachidonique, réduisant ainsi l'inflammation. Alors je vais quand même mettre un petit bémol. L'inflammation, c'est un processus complexe et l'acide arachidonique, il peut avoir des effets différents selon le contexte. On a ainsi des études qui vont suggérer que l'acide arachidonique pourrait également jouer un rôle dans la résolution de l'inflammation, c'est-à-dire la phase de réparation après la phase aiguë, mais on nous dit également que les effets de l'acide arachidonique pourraient dépendre de la dose administrée, de la durée d'exposition et du contexte physiologique. Alors des études sur l'effet anti-inflammatoire, j'en ai trouvé quand même un certain nombre. Alors je vous mettrai les liens, donc ça vous fera quand même des liens avec un certain nombre d'études, mais bon, pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir, on a donc une étude qui a examiné les preuves contradictoires concernant les effets pro- et anti-inflammatoires de l'acide arachidonique. Les auteurs ont conclu que l'acide arachidonique peut avoir des effets anti-inflammatoires dans certaines circonstances,
en particulier lorsqu'il est converti en médiateurs tels que les lipoxines et les résolvines. Ensuite, on a une autre étude, donc celle-là c'était une étude de 2010. Ensuite, on a une autre étude de 2002 qui a examiné les effets anti-inflammatoires des lipoxines, qui sont des métabolites de l'acide arachidonique. Les auteurs ont conclu que les lipoxines peuvent aider à résoudre l'inflammation en régulant à la baisse la production de cytokines pro-inflammatoires et en augmentant la phagocytose des cellules immunitaires. Ensuite, une étude de 2017 qui a examiné les effets anti-inflammatoires des époxy-écosatriénoïques, c'est compliqué, qui sont des métabolites de l'acide arachidonique. Les auteurs ont conclu que ces substances peuvent aider à réguler l'inflammation et l'immunité en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires et en augmentant la production de cytokines anti-inflammatoires. Ensuite, on a une étude de 2011 qui a examiné les effets anti-inflammatoires de l'acide arachidonique dans les macrophages, qui sont des cellules immunitaires impliquées dans l'inflammation. Les auteurs ont conclu que l'acide arachidonique peut aider à réguler l'inflammation en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires et en augmentant la production de cytokines anti-inflammatoires dans les macrophages. Et on a encore une étude de 2019 qui a examiné encore une fois les effets anti-inflammatoires des médiateurs lipidiques dérivés de l'acide arachidonique, y compris les lipoxines, les résolvines et les protectines. Les auteurs ont conclu que ces médiateurs lipidiques peuvent aider à résoudre l'inflammation en régulant à la baisse la production de cytokines pro-inflammatoires et en augmentant la phagocytose des cellules immunitaires. Vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de vous lire différentes études qui démontrent un truc, l'effet anti-inflammatoire. Quand je fais ça, je peux vous faire croire que finalement l'acide arachidonique a une tendance plutôt anti-inflammatoire. Mais ce que je devrais faire maintenant, c'est vous lire le même nombre d'études qui va démontrer l'inverse, qui va démontrer que l'acide arachidonique a des propriétés pro-inflammatoires, de façon à contrebalancer les deux effets, parce que la réalité elle est là. Bon, je ne vais pas vous les lire parce que c'est quand même un petit peu ennuyeux, mais retenez ça. Mon but, c'est pas de vous montrer que l'acide arachidonique n'a que des propriétés anti-inflammatoires, c'est de vous montrer qu'il a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Si on fait une première synthèse, on a vu que l'acide arachidonique, on en a besoin, mais il en faut ni trop peu, ni trop. On a vu que même en mangeant cétogène, on risque pas d'en avoir trop si on fait pas n'importe quoi. On a vu donc que des personnes qui vont consommer beaucoup d'acide linoléique ont plus de chances d'avoir un taux élevé en acide arachidonique. Et nous, en cétogène, justement, on fait attention à tout ça. Donc, peu d'acide linoléique pour nous, une quantité de protéines animales qui est modérée, et tout va se jouer sur le gras. Mais comme on choisit justement du gras qui ne contient ni trop d'acide arachidonique, ni trop d'acide linoléique, tout va bien pour nous. Les seuls aliments qu'on consomme, et qui contiennent beaucoup d'acide arachidonique, ça va être les abats, ça va être la cervelle, ça va être le foie notamment, ça va être un petit peu les rognons. Mais bon, les abats, on n'en consomme pas tous les jours comme je vous ai dit. D'ailleurs, au sujet des abats, une petite remarque. Si jamais j'élevais moi-même des bœufs, et que je décide un jour de tuer un bœuf et de me nourrir que de ce bœuf, je vais pouvoir me nourrir pendant, 200 ou 300 jours avec juste une vache ou un bœuf. Dans ce bœuf, il y a une certaine quantité de cervelle, une certaine quantité de foie, une certaine quantité de rognons, de tout ce que vous voulez, de tous les abats que vous voulez. Et dans la logique de tout manger et de manger que ce qu'il y a dans cet animal, vous voyez bien que ça n'a pas de sens en fait de consommer des quantités énormes de cervelle, de consommer des quantités énormes de foie. Ce que je ferai, c'est que tous les morceaux, je les découpe, je les congèle individuellement, et puis tout au long de l'année, je vais consommer de temps en temps un petit peu de foie, majoritairement de la viande, du gras, de temps en temps un petit peu de cervelle, etc. Donc c'est juste pour vous dire qu'avec du bon sens, on se rend compte que finalement, consommer certains abats trop fréquemment, je sais qu'il y en a qui le font, et je pense que c'est pas top, mais c'est pas une bonne idée. Donc finalement, en cétogène, on n'apporte pas autant d'acide arachidonique que ce que certains prétendent. Moi, le problème que je vois là-dedans, c'est que ça va faire peur inutilement aux gens. Le régime cétogène, je le conseille pas pour tout le monde, mais je pense qu'il a un grand intérêt pour ceux qui ont envie de tester l'expérience et pour les personnes qui le font bien. Attention au piège des aliments gris, donc j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Les aliments gris, c'est quoi ? Ce sont des aliments qui, en théorie, on pourrait consommer en régime cétogène, mais qui dans la pratique vont entraîner plein de problèmes digestifs, de l'inflammation, et donc ce sont des aliments à ne consommer que ponctuellement, mais en aucun cas au quotidien.
Et puis quand des personnes vous disent « Attention, il ne faut pas consommer trop de viande, sinon vous allez apporter trop d'acide arachidonique », mais trop c'est quoi? Ces personnes se basent sur quoi? C'est quoi trop déjà? Est-ce que 200 grammes de viande par jour c'est trop pour ces personnes-là? Est-ce que 500 grammes c'est trop? Encore une fois, on est dans le flou, du coup on peut rien faire. À part apporter de la confusion aux gens et leur faire peur inutilement, je vois pas trop à quoi ça sert. Pour préparer cette vidéo, moi j'ai passé beaucoup d'heures à faire mes recherches. J'ai lu un livre spécifique sur les lipides justement pour comprendre un petit peu tout ça. Et je vous ai apporté un certain nombre d'études, mais surtout des chiffres. Enfin en tout cas quand c'était possible. Parce que même à l'issue de cette vidéo, j'ai pas de chiffres à vous donner sur un seuil qu'il faudrait pas dépasser. Si on reste quand même logique, et si on raisonne en termes anthropologiques, on peut se dire que l'humain, Homo sapiens, Néandertal, et puis les hominidés qu'il y a eu avant, ils ont consommé pendant très longtemps beaucoup de produits animaux. Donc l'acide arachidonique, ils en ont consommé beaucoup. Et c'est d'ailleurs peut-être grâce à ça, et même probablement grâce à ça, que notre cerveau, il est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ce que je trouve quand même bizarre, chez les personnes qui disent qu'il ne faut pas consommer trop d'acide arachidonique, c'est qu'ils oublient de vous dire que c'est, en termes de poids du cerveau, le deuxième acide gras le plus présent dans notre cerveau. Donc, en termes évolutifs, ça me paraîtrait bizarre que ce soit quelque chose de vraiment problématique. Mon hypothèse, c'est tout simplement que les problèmes liés à un excès d'acide arachidonique, ils viennent d'autre chose. On sait aujourd'hui notamment que l'hyperinsulinisme va générer de l'inflammation. Donc les gens qui vont consommer beaucoup trop de glucides pendant trop longtemps vont petit à petit entraîner un hyperinsulinisme, c'est-à-dire que votre pancréas, année après année, décennie après décennie, il va devoir produire de plus en plus d'insuline pour arriver à maintenir votre taux de glucose sanguin à peu près dans la norme, et qu'au final, on finit à 50 ans à produire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus d'insuline que ce qu'on produisait à 20 ans pour une même consommation de glucides. C'est ça qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Et le problème, c'est que cette insuline, qui va être produite en quantité toujours plus importante, va générer une inflammation chronique. Donc dans ce contexte, un excès relatif d'acide arachidonique posera problème, alors que chez une personne qui n'a pas cet hyperinsulinisme, elle n'aura pas de problème. Moi, si j'ai décidé de suivre un régime cétogène, c'est parce que j'ai pris conscience que j'avais consommé beaucoup trop de glucides tout au long de ma vie. Je commençais à avoir des petits problèmes de santé ces dernières années, et je me suis dit, mon alimentation, alors qu'elle était en low carb depuis déjà 4 ans, malgré tout, il y avait trop de glucides. Alors peut-être qu'à cause de cet hyperinsulinisme, je devais passer par un régime cétogène qui réduit drastiquement les glucides pour pouvoir me guérir de cette quantité d'insuline produite en trop grande quantité. Et peut-être que après ça, je pourrais retourner à un régime low carb si j'en ai envie, ce qui n'est pas gagné, mais en aucun cas je retournerai à une alimentation comme avant, avec beaucoup trop de glucides. Aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est normal de consommer 50, 55, 60% de glucides, mais c'est pas du tout normal. C'est hyper récent que les humains y consomment autant de glucides. Sur 3 millions d'années d'évolution, au pire, ça fait 10 000 ans. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent qu'ils consomment pas tant de glucides que ça, mais faites le calcul et vous verrez. Au sujet de l'acide arachidonique, il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est le rapport oméga 6, oméga 3. L'acide arachidonique, c'est un oméga 6. Et l'équivalent de l'acide arachidonique, ce serait l'EPA, qui est un oméga 3 qu'on trouve naturellement dans les huiles de poisson. Donc pour équilibrer la production de toutes ces substances pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, l'acide arachidonique, dans un certain contexte, il va produire des molécules pro-inflammatoires qui vont favoriser l'inflammation. Et puis on a l'EPA qui serait une espèce d'antidote à l'inflammation, et qui produira, si on en consomme des quantités suffisantes, des substances qui auront une action anti-inflammatoire. Alors concrètement, on fait quoi avec toutes ces informations? Moi je vous conseille de continuer à avoir une alimentation assez variée, assez équilibrée. Comme vous l'avez vu, les protéines animales, c'est pas un problème, à moins de consommer 1 ou 2 kg de viande par jour, mais si vous consommez des protéines animales en quantité modérée, il n'y a aucun problème. Le gras animal, il ne pose aucun problème par rapport à l'acide arachidonique. Vous continuez à manger des abats de temps en temps et vous continuez à diminuer fortement la consommation d'aliments qui sont riches en acide linoléique, c'est-à-dire les huiles de graines, tournesol, soja, cartame, etc., mais aussi les oléagineux qui vont contenir des quantités importantes d'acide linoléique, mais aussi les margarines,
les aliments industriels qui vont contenir des matières grasses végétales, parce que le plus souvent, ce sont des huiles qui sont riches en acide linoléique. Puisqu'on a fait la guerre aux acides gras saturés, les industriels, ils ont dit « Ok, je vais enlever l'huile de palme, à la place, je vais vous mettre de l'huile de tournesol hydrogénée. » Et pour finir, on fait en sorte d'apporter quand même un minimum d'oméga 3. Alors, c'est pareil, au niveau des chiffres, le rapport oméga 6, oméga 3, il n'y a aucun chiffre officiel défini. Il y en a qui considèrent qu'il faut un rapport de 1 pour 1. Il y en a d'autres qui font un rapport de 1 pour 3, 1 pour 5. Voilà, donc 1 oméga 3 pour 5 oméga 6 ou 1 oméga 3 pour 3 oméga 6. Moi, évidemment, je ne peux pas trancher. En tout cas, ce que je conseille, c'est de consommer des poissons gras 2 à 3 fois par semaine, du maquereau frais, de la sardine fraîche, du hareng frais. Le saumon, c'est du saumon d'élevage. Forcément, je ne vais pas conseiller, je conseille plutôt les poissons sauvages. Et en plus, c'est un gros poisson qui va accumuler les polluants, alors que les petits poissons comme les sardines, les anchois, les harengs et les maquereaux, c'est des petits poissons qui grandissent vite et qui n'ont pas le temps d'accumuler autant de métaux lourds et autres polluants que les gros poissons. Donc le thon, évidemment, à éviter. Bon, ça c'est l'idéal. Et pour ceux qui ne peuvent pas consommer du poisson régulièrement ou qui n'aiment pas ça, il vous reste la supplémentation. Donc nous, on a 2 produits. On a un produit qui s'appelle Oméga 3 800, qui contient à peu près en quantité équivalente de l'EPA et du DHA. Et puis, on a un nouveau produit qui s'appelle Oméga 3 DHA, qui contient du DHA en quantité importante avec très peu d'EPA. Donc je vous laisse aller voir sur le site Digiform si ça vous intéresse. Et si vous décidez de vous supplémenter en Oméga 3 800 par exemple, il vous suffit de 2 à 3 capsules par jour pour apporter tous les oméga 3 dont vous avez besoin. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc j'espère que c'était pas trop complexe, que vous avez compris un petit peu cette problématique de l'acide arachidonique qui n'est ni tout blanc ni tout noir, et que comme souvent, la solution c'est la voie du milieu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.